Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, j'accueille Pascal Laliberté, qui est freelance et qui est basé au Canada. Salut Pascal. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous expliquer un peu ton parcours? Oui, merci Xavier. Je m'appelle Pascal Laliberté, je suis d'Ottawa, au Canada. Et puis, je suis freelance depuis plusieurs années. Je suis développeur, designer un peu. Et puis, c'est ça, ça fait tout ce temps-là, depuis que je suis freelance, que je travaille en remote. Et puis, j'ai des opinions sur le sujet. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours, d'où tu viens, par où est-ce que tu as commencé rapidement, et pourquoi est-ce que tu es devenu freelance, et pourquoi est-ce que tu as choisi de bosser en remote et pas dans un bureau? Ouais, c'est ça. J'ai commencé ma carrière à l'université d'Ottawa. Puis j'étais encore étudiant quand j'ai eu mon premier poste. Puis poste de développeur. J'ai fini mes études toutes payées par l'université parce que je travaillais là en temps plein. J'ai eu toutes sortes d'expériences à ce niveau-là. Puis j'ai beaucoup bougé à l'intérieur de l'université. J'ai resté là 13 ans comme employé. OK. Et puis un jour, j'ai dit, il fallait que je passe à autre chose. Et puis, j'étais allé dans une start-up. J'ai pris donc le premier billet que je pouvais prendre pour aller dans une nouvelle aventure. J'ai fait mon travail là comme designer et développeur d'une refonte de l'application et les apportant à une prochaine ronde de financement. Puis après que cette ronde de financement-là a eu lieu, j'ai décidé de m'en aller. Du coup, c'est qui tes clients? Est-ce que c'est des clients, est-ce que c'est toujours des startups ou est-ce que c'est des gros clients? Et est-ce que c'est des Canadiens ou est-ce que c'est des gens à l'international? C'est ça. Ça, c'était intéressant. J'ai commencé avec mon premier client, c'était un client à l'étranger, à Los Angeles. Et c'était une agence de développement web qui faisait qui font toujours d'ailleurs des super sites web là, comme top gamme. Puis moi j'étais un développeur à la pige pour eux. Et puis pour plusieurs années j'ai travaillé où c'était mon gagne-pain primaire, travailler pour eux. À travers ça, j'avais d'autres clients qui se ficelaient ici et là, des amis, etc. Puis là, maintenant, c'est surtout des gens locaux qui sont puis des références locales. Okay. Et puis, pendant ce temps-là aussi, je jouais à faire des offres de services publics avec une plus globale dans leur offre. Évidemment, donc, un placement où est-ce que je peux être le top dans une catégorie partout à travers le monde. Et puis, j'ai décidé de laisser ce côté-là tomber parce que on pourrait y revenir par après. Mais dans le fond, ce qui se passe, c'est que la business principale, c'est du bouche à oreille, surtout local. Mais là, vu que l'Internet, c'est Internet, je commence à percer, mon bouche à oreille commence à percer à l'international encore. Donc, intéressant. D'avoir des clients qui sont heureux de travailler avec moi, puis ça, heureux de pouvoir me donner en référence à d'autres mondes, c'est un petit peu le secret du bouche à oreille, dans le fond. Et tu penses que ça marche mieux parce que t'es canadien ou parce que t'es bilingue? Ou est-ce que tu travailles... D'ailleurs, est-ce que tu travailles... Du coup, si c'est local, j'imagine que c'est essentiellement des francophones. Peut-être pas, remarque, vu que t'es à Ottawa, c'est quand t'es sur la frontière. C'est ça, c'est des francophones. En local, c'est les deux. Le côté bilingue, c'est définitivement un plus d'être
Donc, dans le bouche-à-oreille, il y a eu des anglophones, c'est certain. OK. Mais quand je pense à mes clients principaux en ce moment, ben c'est francophone. Et puis, non, c'est pas vrai. Un francophone, un anglophone. Avant ça, c'était un autre anglophone. C'est, tu sais, étant bilingue, tu fais plus la distinction, là. T'as de la Ces chance. clients-là, ils parlent en quelle langue? OK. Donc c'est un avantage. Tu parlais aussi au Canada. D'être placé où ce que je suis puis être bilingue, c'est certain que ça a un avantage. Je peux toucher aux États-Unis très facilement. Ouais. Puis en local, c'est surtout francophone. Ouais, parce que pour ceux qui connaissent pas la géographie du Canada ou du Québec, en fait, là où tu es, Ottawa, c'est juste à la frontière entre les francophones et les anglophones, quoi. C'est très très mixte. Et du coup, toi, C'est très mixte. t'as des clients de chaque côté de la frontière, en fait. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, j'ai aidé un autre freelancer qui était québécois, juste de l'autre côté de la frontière, avec qui j'ai travaillé à l'université. En fait, plusieurs de mes clients ont été des connaissances de l'Université d'Ottawa. OK. OK. Et du coup, est-ce que t'as été chercher, parce que moi, à l'époque où j'étais freelance, j'ai commencé comme freelance aussi. À l'époque où j'étais freelance, j'étais incapable de travailler en anglais. Mais maintenant, tu vois, je me dis que après avoir passé du temps aux États-Unis, à parler anglais suffisamment pour pouvoir travailler, mon premier réflexe en tant que freelance, ça serait d'aller chercher des gens dans la Silicon Valley, je pense. J'irais essayer de choper des startups qui ont besoin d'un freelance ou des choses comme ça. Et toi, tu trouves que c'est plus intéressant de bosser en local? Ben, en fait, c'était surtout parce que avant de partir en freelance, j'avais décidé qu'il fallait absolument que c'est très épeurant de faire ce genre de progression-là. Mais je m'avais dit, avant que je puisse partir même de l'Université d'Ottawa, fallait que j'aille au maximum de mes capacités. Fallait que ma personne comme telle soit à son max. Fallait que je me débarrasse que je laisse aller des modèles mentaux, des préjugés. Fallait que je sois à une personne qui était prête à avoir toutes sortes de choses qui pourraient m'arriver, mais dans ce cheminement-là, il a fallu que je détermine c'était quoi mes valeurs. D'accord. Mes valeurs profondes, puis surtout les choses sur lesquelles je n'étais pas pour négocier. Mais ça, en fait, le monde des startups, il y a plusieurs des valeurs des startups puis du monde des startups qui sont pour moi des comptes valeurs. Tu sais, par exemple, aller conquérir à tout prix puis disruption puis tout ça, c'est pas des choses, c'est des valeurs qui sont pour moi des comptes valeurs. Donc, il fallait en sorte que je me trouve des clients avec lesquels je pouvais travailler très longtemps, qui partageaient mes valeurs, en fait, qui avaient aucune de mes contre-valeurs. Donc, ça faisait en sorte que le Silicon Valley, c'était probablement pas un lieu qui était pour être très fructueux pour moi. Okay. Mais le monde est immense. Le Canada, les États-Unis, c'est immense déjà, mais là, c'est la scène européenne, j'y touche même pas, parce que j'ai pas beaucoup de contacts là. Mais c'est immense. Donc, il y a plein de gens avec des valeurs qui sont en dessous du radar, des valeurs qui sont similaires aux miennes. Puis j'avais décidé que j'étais pour les trouver. Puis qu'est-ce que j'ai fait? La première chose que j'ai faite, c'est le premier mois, j'étais freelance, j'avais rien. J'ai dit, je vais prendre le premier mois pour juste investir dans mes connaissances, puis leur montrer à quel point ils sont importants pour moi, puis juste leur donner une écoute, être juste donner, être en mode je donne, j'investis. J'ai aussi décidé que j'étais pour investir avec la même lentille dans les forums des technologies que j'utilisais déjà. Donc, j'ai fait je suis allé passer du temps dans le forum de Roots, qui est une façon de développer en WordPress, qui s'apparente beaucoup à Ruby on Rails. C'est une philosophie d'organiser ses projets WordPress qui s'apparente beaucoup à Rails. Et puis, j'ai décidé, je vais commencer juste à répondre aux gens, puis à être
à être au service. J'ai répondu à un gars qui voulait se débarrasser d'un client, qui voulait le passer un client à quelqu'un d'autre, puis j'ai répondu, puis je l'ai félicité pour son nouveau bébé, etc. Il m'a jamais répondu, mais mon client à Los Angeles a vu ma réponse. OK. Et puis c'est comme ça qu'il m'a contacté. Donc peut-être que ça avait été dans le sens avoir épousé mes valeurs dans ma réponse au forum, ça l'a transparu en quelque part, je pense. Puis les gens cherchent à avoir des bons fits au niveau des valeurs. Puis j'avais décidé que c'était pour utiliser cette stratégie-là, puis ça a bien servi depuis. OK. Et du coup, c'est intéressant parce que t'as des clients qui sont locaux et qui sont plutôt dans le long terme, d'après ce que tu dis, mais t'es quand même en remote. Tu travailles quand même de chez toi parce que tu pourrais très bien intégrer leurs locaux du coup, si c'est des clients. Ben c'est ça. Eux autres, ils n'ont pas vraiment de clients. J'aime bien travailler avec des gens qui ont des petites entreprises qui gardent des risques assez petits. Et puis qui ont un besoin d'un développeur à la pige, dans le sens qu'ils ont pas déjà là sont tellement petits qu'ils peuvent pas tout faire, puis ils peuvent pas se payer quelqu'un à temps plein. Puis donc déjà ils ont pas personne à temps plein, ils ont juste quelqu'un à la pige, puis c'est moi. OK. Ils ont pas de locaux parce qu'ils travaillent sur quelque chose de tellement petit. Donc c'est un petit peu ça, c'est que j'aide des gens qui ont leur propre entreprise, des owners. Puis j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette dynamique-là. Beaucoup plus que d'être un employé où ce que la dynamique est pas la même. Donc j'aime mieux travailler comme de propriétaire en propriétaire, puis j'aime bien ça. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton quotidien du coup, comme tu bosses en 100% remote, comment est-ce que tu as organisé ta journée? Comment peut-être est-ce que tu as mis en place sur les 5 ans, est-ce que tu as des techniques que tu as mis en place au fur et à mesure? Du matos peut-être, est-ce que tu as changé de matériel, voilà, ce genre de truc. Ouais, ben j'ai évidemment être freelance, ça veut aussi dire être s'assurer que nos coûts soient limités. Donc d'être assez frugal dans mes dépenses, ça a porté fruit. Donc à chaque fois que je fais un investissement dans la nouvelle technologie, dans le nouveau matériel, ben c'est très pesé sur le fait que est-ce que ça va être rentable. Ce qui a aidé, c'est que quand j'ai fait la transition du taux horaire, de cesser d'avoir un taux horaire et puis plutôt de faire des prix par projet. Donc à ce moment-là, ben ça a beaucoup changé à la fois mon mode de journée, l'organisation de ma journée et comment je peux me payer du matériel. Quand le prix du projet est fixe, à ce moment-là, j'ai intérêt de bien m'équiper pour que ça roule. Mon efficacité est alignée avec tous les incitatifs du projet. C'est intéressant ça. Ça, c'est intéressant parce que du coup, moi, quand j'étais freelance de mon côté, je faisais souvent ce qu'on appelle ici du forfait, donc du coût au projet. Et en fait, j'avais l'impression que c'était beaucoup moins rentable que si on me payait à l'heure. Parce qu'en général, en fait, j'avais tendance à sous-vendre ou à sous-évaluer mon temps de travail. Et du coup, à la fin, quand je rendais un projet, j'avais toujours l'impression d'être perdant, en fait. Alors que toi, tu me dis le contraire. Ben, c'est toujours le risque. Puis c'est sûr que je prends des projets puis que mon taux horaire est à la baisse. Ouais. Mais je changerais pas la donne parce que travailler à l'heure, je comprends pas c'est quoi la valeur que j'apporte. Je la comprends pas parce que là on a des discussions sur les estimés, on a des discussions sur toutes sortes de choses pour que la personne qui m'embauche puisse réduire ses risques. Mais moi j'aime ça prendre des risques. J'aime ça prendre des risques et ajouter de la valeur. Puis les deux sont alignés. Donc, à la longue, les projets vont devenir de plus en plus... ils vont apporter de plus en plus de valeur, puis ils vont être de plus en plus payants en même temps.
Donc, il fallait que je me sorte du rouage du taux horaire. OK. À court terme, je prends le hit. Pour ce qu'à long terme, mes clients sont de plus en plus charmés par le travail que j'offre et puis le rendement que j'apporte. OK. Mais quand même, on va revenir à ça. Dans l'organisation de ma journée, en ce moment, j'aime beaucoup travailler en termes de demi-journée. Puis demi-journée, c'est à peu près 3 heures. Des fois, c'est 4, des fois, c'est 2,5, etc. Mais dans le fond, des fois, j'offre à des clients des demi-journées de disponibilité. Puis l'idée, c'est que c'est intéressant pour le client parce que eux autres, ils comprennent qu'une demi-journée, tu peux pas en faire tant que ça dans une demi-journée, mais c'est quand même assez pour commencer quelque chose puis le terminer. Donc, la valeur est plus alignée, tandis qu'au taux horaire, c'est pas aligné à une unité de valeur. Tandis qu'une demi-journée, on commence à se rapprocher à une unité de valeur. Okay. Un client, par exemple, il aime beaucoup ça parce que c'est assez clair. Il peut comprendre de façon intuitive ce que je pourrais accomplir dans une demi-journée, plus ou moins un petit peu de jeu. Si je donne mon mot que je vais avoir terminé dans une demi-journée, ben ça peut durer un petit peu plus de temps ou un petit peu moins de temps. Lui, il s'en fout. Ça y vaut ça. Ouais, c'est vrai que 1 heure, quand t'es développeur et que tu fais du travail vraiment de développeur, 1 heure, ça a pas beaucoup de sens, quoi. Parce que le temps de t'y mettre et de produire quelque chose, enfin voilà, en 1 heure, t'as pas le temps, quoi. Sauf si vraiment tu fais des choses très basiques, sinon il te faut effectivement minimum 2 heures, 3 heures pour commencer à faire quelque chose de... Ouais, exactement. Je comprends ce que tu veux dire. On commence, on se met dedans, on commence à mettre toutes les variables dans notre tête. On bosse, on fait le changement. Après ça, il y a un ramp down, c'est-à-dire on ralentit vers la fin de bloc. Faut terminer, faut avoir fini quelque chose, faut documenter ce qu'on a fait. Si, par exemple, c'est dans un pull request, on documente où est-ce qu'on est rendu parce que le pull request est peut-être pas terminé. Tu sais, il y a comme une espèce de... C'est une longueur un petit peu optimale. Puis, de toute façon, tu commences à avoir faim par la fin de l'avant-midi, etc. Ouais. Mais ce qui fait en sorte que c'est intéressant, c'est que ça permet à un niveau de confiance puis d'attirer certains clients qui font confiance que tu travailles en remote. Je leur dis, moi, je te donne à peu près une demi-journée ou 2 par semaine. Je suis pas certain quand, mais tu m'assignes le travail, puis je vais m'assurer que ça soit fait. Puis je peux te dire d'avance quand est-ce que je pense que ça va être mis à l'horaire, mais autrement. Donc, il y a une espèce de climat de confiance. J'ai pas besoin d'être là, mais c'est apparent que je fais le travail parce que le rendement est là. Donc, ça me permet d'avoir des clients qui me font confiance. Et du coup, ça te permet d'updater tes clients? C'est-à-dire que si tu leur dis, par exemple, voilà, j'ai un projet qui va prendre tant de temps, mais je vais lui donner 3 demi-journées par semaine. Du coup, est-ce que tu updates ton client au bout de je sais pas, en disant voilà, j'ai terminé 2 demi-journées, tu peux aller voir ce que ça donne, et puis comme ça, il garde un petit peu le fil du projet? C'est ça, exactement. Ok. Des fois, ce que je fais aussi, c'est que je vais offrir un bloc de 6 semaines de disponibilité à temps partiel pour un projet nébuleux un peu. Par la fin du 6 semaines, on devrait avoir fait un bon morceau. Finaliser un bon morceau pour ça, c'est un petit peu à la manière shape-up. Puis ça fonctionne aussi. Puis là, c'est estimé dans ce que j'offre, c'est à peu près, comme 4 ou 5 demi-journées par semaine. Mais c'est flou encore. Mais quand même, moi, je m'organise alentour de ça. Et tout ça se fait tout le temps en remote? Il y a pas des clients qui te demandent d'aller les rencontrer dans un coworking ou des choses comme ça, peut-être pour les premières séances qui sont un peu plus créatives sur du brainstorm d'idées ou je sais pas quoi, tout ça en remote? Pas vraiment, parce que non, ça a jamais eu lieu qu'ils m'ont demandé d'être en personne, vraiment. OK. Dans les 5 ans, je pense que ça fait 5 ans maintenant. Ça a jamais arrivé. Peut-être aussi parce que il y a d'autres façons de faire en sorte que les risques soient minimisés de leur côté. On peut commencer avec un petit projet. On peut commencer avec quelque chose de plus maniable. Il y a toutes sortes de façons. Et puis,
Puis de toute façon, eux autres, de toute façon, ils sont pas intéressés à faire du babysitting, dans le fond. Ils veulent avoir quelqu'un de mature, tu sais. Puis de toute façon, ma parole, c'est de l'art. Puis, tu sais, on pense à tout ce qu'on peut faire comme professionnel pour pouvoir augmenter la valeur qu'on offre. Ben, c'est surtout qu'il faut éviter de faire des gaffes. C'est ça, la majorité de la valeur qu'on peut apporter, c'est de s'assurer qu'on ne fait jamais de gaffe. Puis la gaffe, la plus grande gaffe qu'on peut faire, c'est de pas honorer sa parole. Donc, en autant qu'on garde notre parole, notre réputation devient dure à battre. Puis c'est ça. Moi, je me suis rendu compte de ça il y a quelques temps déjà, qu'en fait, je me mettais beaucoup de pression en étant freelance ou même encore avant d'être développeur. Et en fait, je me suis rendu compte que juste si tu faisais le travail qu'on te demandait et que tu le faisais bien, en fait, ça suffisait largement, quoi. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui soit n'honorent pas leurs paroles, soit finissent pas le boulot, soit le font salement. Et du coup, tu passes automatiquement au-dessus de tout ça, quoi. Juste en fait, il faut faire ton taf, quoi. Tu fais ton job et c'est suffisant. Et ça renforce la confiance à chaque fois. À chaque fois. Et puis, évidemment, la réputation, c'est quelque chose de fragile. Pour des raisons comme ça. Donc, c'est doublement important de toujours honorer sa parole. Ok. Et du coup, au niveau du setup, tu disais que tu avais un bureau dans le sous-sol, donc tu t'es organisé vraiment ton bureau dans ta maison. Un petit coin. Où t'es tranquille, isolé du bruit et tout ça. C'est un petit coin. En fait, on a une petite maison déjà pour avoir autant d'enfants. Donc, mon coin est tout petit, très sobre, mais en même temps, c'est un peu bruyant. Donc, surtout quand la maison est pleine. Mais quand même, c'est un petit coin qui me convient bien. Puis, j'ai rénové un peu le background pour que quand j'ai des vidéos, les gens puissent voir quelque chose de beau. Mais autrement, c'est un petit coin de rien. Puis c'est juste mon laptop et puis un iPad comme deuxième écran pour l'instant. Et puis ça convient assez bien. Puis c'est vraiment rien d'extraordinaire. Mais quand même, ça fait la job. Et du coup, est-ce que t'as un mode de vie, on va dire presque classique, c'est-à-dire est-ce que tu travailles peut-être de 8h à midi, et puis une pause, et puis 13h, 17h, quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est beaucoup plus variable? C'est très classique. En fait, ça me convient bien de toute façon parce que j'ai des enfants, puis il y a la routine du soir, etc. En même temps, j'ai découvert l'importance de me reposer. Dans le sens, le repos est aussi important que le travail pour pouvoir faire des choses bien. Donc, tu sais, la formule, je l'avais lu, je me rappelle plus où. Stress plus rest equals growth. Donc, le stress, c'est-à-dire de faire son travail intensément, plus le repos, c'est ça qui t'apporte la croissance. Le repos est aussi important que le muscle, le stress que t'apportes à ton muscle, disons. Donc, mes soirées, c'est vraiment un temps où je descends dans la zone repos. J'ai une bonne nuit de sommeil. Puis quand je travaille, je pige des projets qui me font me développer mon muscle mental, disons. C'est pour ça, donc, l'intérêt d'aller vers le risque, l'intérêt d'aller vers des choses qui ont un impact que je peux mesurer pour mes clients. Donc, c'est toutes des choses qui vont bien avec le setup d'un 9 à 5. Ok, ouais, moi c'est pareil en fait. Avant j'avais un emploi du temps un peu plus disparate, mais quand t'as des enfants en fait, ta vie elle est forcément structurée beaucoup plus parce que eux ils ont des horaires en fait, même si toi t'en as pas forcément, eux ils en ont, donc t'as pas trop le choix. Puis en plus que j'ai des enfants qui aiment bien ça quand je viens jouer à Minecraft, donc je me laisse du temps de côté pour eux. Bah ouais. Est-ce que t'aurais des conseils pour un junior qui voudrait
passer en remote ou qui voudrait passer en freelance, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil, ou qu'est-ce que tu te serais donné, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te donne à toi comme conseil il y a 5 ans quand tu as commencé ton activité? Ça, c'est c'est 2 bonnes questions. Donc, passer en remote puis passer en freelance. Je dirais, une des choses que j'ai réalisé, c'est l'importance de faire des choses qui nous font peur. Parce que dans le fond, faire des choses qui nous font peur, c'est vraiment juste un blocage mental qui nous empêche d'avancer. Demander à son patron d'offrir à son patron, je vais travailler en remote de tel tant de jours par semaine, est-ce que c'est correct? Puis de le formuler comme j'ai l'intention de faire ça, est-ce que c'est correct? Ça peut paraître un peu, t'es sorti de tes gonds, là, t'es complètement mental d'avoir le cran de demander de pas demander la question, mais de juste dire c'est ça que j'ai l'intention de faire. Mais d'une autre façon, le barème pour moi, c'est est-ce que ça te fait peur de te poser la question? Puis si ça te fait peur, ben il faut que tu le fasses. Parce que peut-être tu vas avoir un non, peut-être tu vas avoir un oui, puis peut-être que tu veux même impressionner ton employeur par le cran que tu as, parce que tu le formules d'une façon que c'est clair que tu veux apporter de la valeur. Tu vas dire, j'ai l'intention de travailler 3 jours semaine de la maison pour que je puisse d'être plus performant. Et je pense que ça va, si tu me donnes le OK, tu vas avoir des belles surprises. Tu sais, par exemple, ça fait un petit peu peur de le demander, puis c'est pour ça qu'il faut que tu le demandes. En même temps, passer au freelance, c'est il faut assure-toi d'avoir une personnalité qui est bien rodée. T'es au top de ta personne. Tu honores ta parole et puis tu fais du bon travail. Tu peux toujours améliorer, tu peux toujours apprendre des choses nouvelles, tu peux toujours être plus performant, plus efficace dans ton travail, tu peux avoir toujours une meilleure façon de communiquer avec tes clients. Toutes ces choses-là qui sont on appelle ça des soft skills, des aptitudes, mais vraiment c'est des aptitudes qui sont dures. Fait que, elles sont dures à maîtriser. On les appelle des soft skills, mais c'est vraiment des aptitudes difficiles. Donc, moi, je redoublerais d'efforts sur ces aptitudes-là. Puis après ça, tu deviens une personne qui est très convoitée. Puis dans les 2 cas, d'avoir le cran de pouvoir poser des questions, ça te fait en sorte que tu ajoutes dans la valeur des gens, comment ils te perçoivent. Donc, moi, je dirais, fais les choses qui font peur, qui te donnent un peu le sentiment d'avoir le trac, puis les choses vont bien aller. C'est vraiment très intéressant comme réponse. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui revient en fait. Moi, j'ai très longtemps été freelance et j'ai bossé avec des gens qui étaient salariés dans le même bureau à l'époque. Et c'est vrai que la peur est quelque chose qui revient souvent en fait. Mais pourquoi? Enfin, comment t'as fait pour avoir le courage de faire ça? Moi, j'ai peur, j'ai pas envie de me lancer, j'ai peur du vide en fait. Et effectivement, le conseil était, fais-le et essaye. De toute façon, tu n'as pas grand-chose à perdre en fait. Bon, au final, au pire, tu as un non, quoi. C'est pas non plus très très grave. Oh, c'est ça, exactement. Au pire, tu vas te faire connaître par l'audace que tu as eue. Et puis ça, ouais. Et puis les gens aiment bien ça en fait, l'audace. C'est quelque chose de valorisé en fait, ou de valorisant d'avoir de l'audace. C'est toujours mieux que quelqu'un qui reste égal sans jamais prendre d'initiative et tout ça. Et puis en plus on a la chance nous d'être technique, d'être développeur. Et donc si jamais tu tombes sur ton boss qui est vraiment un mauvais boss et que tu perds ton job, en fait tu pourras retrouver un job facilement. Donc bon. Ok. Et sur le remote, tu penses que c'est aussi une question de risque et de peur? Oui, parce qu'il faut que tu négocies avec un patron. Ouais. Dans le sens qu'il faut s'assurer d'apporter de la valeur c'est pas un caprice, dans le fond, de vouloir travailler de la maison. Ça apporte un gagnant-gagnant. Donc,
ça t'exige à faire travailler le muscle de l'empathie. L'empathie pour ton patron. Puis l'empathie pour le reste de l'équipe. Ouais. Il y a toujours moyen de faire fonctionner le remote. De toute façon, on le voit là, à cause de la pandémie, mais ouais, ça même marche. même dans les endroits où ce que c'était pour eux vu comme un compromis, il y a une façon de faire ça que ça fonctionne. Mais des fois, c'est plate à dire, mais des fois, les boîtes sont vraiment des mauvaises boîtes. Les compagnies sont vraiment des mauvaises compagnies où même le climat de confiance est juste pas là. Et pourquoi? Ouais. C'est pas juste à cause des gens, c'est à cause du modèle d'affaires comme tel qui exige si peu, et qui emprunte à la confiance de régner. À ce moment-là, il faut juste s'en aller de ces genres de places-là. Si tu peux pas comprendre la valeur que tu peux ajouter parce que le modèle d'affaires est compromis, il faut que tu t'en ailles. Ouais. Et du coup, ça me fait poser la question du ressenti du remote au Canada. Alors peut-être que même il y a une différence entre la frontière francophone et la frontière anglophone, parce que je sais qu'en France, même si effectivement avec le coronavirus c'est en train de se démocratiser de force presque, mais il y a encore beaucoup cette histoire de contrôle. Je pense que d'ailleurs, en tout cas ce que nous on entend ici en France sur vous les Canadiens, c'est que vous avez beaucoup moins la tendance de faire rallonger les journées de travail avec des gens qui finissent à 18h, 19h, 20h, 21h. Et donc nous on est vraiment, toi il y a un peu ce jeu en France où il faut arriver avant le patron, comme ça t'es bien vu, et puis partir après lui, comme ça t'es bien vu, et du coup t'as des gens qui arrivent au boulot à 7h et repartent à 21h. Et c'est bien vu, parce qu'en fait ça veut dire que tu donnes ta vie à l'entreprise. Et du coup le remote, dans cette culture du contrôle, il est assez mal vu, ou il est difficile à mettre en place, parce que on peut plus contrôler quelqu'un, on sait pas s'il est sur sa chaise à 7h du matin ou pas. Alors il y a plein de dérives et tout ça, mais du coup j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus et essayer de comprendre si le remote il est perçu, comment est-ce qu'il est perçu chez toi, et comment est-ce qu'il est-ce qu'il y a une différence entre anglophone et francophone? Moi, je dirais que au Canada, la culture d'arriver avant son patron est pas trop installée, dans le sens que c'est pas dans notre culture autant. Mais moi, je parle vraiment d'Ottawa là, Ouais. puis peut-être le Québec même. Je pourrais pas parler de Toronto, puis je pourrais pas parler de Vancouver, puis je pourrais pas parler des prairies non plus. Sauf que j'ai pas l'impression que c'est qu'on a cette culture-là au Canada tant que ça. Je pense que c'est un petit peu chill. Mais faut pas se leurrer, on est proche des États-Unis, puis les États-Unis ont quand même une culture de le travail, c'est valorisé. Tu sais, Ouais. la culture un peu anglo-saxonne, protestante, tu sais, d'être que le travail est un petit peu quelque chose de glorifié. On le fait pas parce que notre patron va bien nous voir. Je pense qu'on a tout un petit peu une façon de voir les choses, que le travail, c'est l'affaire la plus importante au monde. Donc, par défaut, on a toute cette lentille-là. Donc, on est tous en compétition de pouvoir travailler le plus possible, je pense. Mais par contre, moi, je connais beaucoup de gens qui ont un style de vie très balancé. Mais forcément, à Ottawa, qui est une ville fédérale, c'est-à-dire avec le gouvernement fédéral qui est ici, il y a plusieurs personnes qui travaillent au gouvernement, donc eux autres sont protégés un peu. L'entente qu'ils ont avec leur patron, c'est je travaille, puis après ça, je m'en vais faire mes loisirs. C'est vrai puis c'est pas vrai, mais en gros, c'est comme ça. Donc, je dirais que la culture remote au Canada, je dirais peut-être qu'elle s'apparente pas mal à celle des États-Unis, à cause de notre rapport assez semblable au travail qu'on a avec les États-Unis, d'après moi.
Ok, moi j'avais trouvé ça intéressant en allant bosser aux États-Unis. En fait, et j'étais dans la Silicon Valley en plus, donc je m'attendais à avoir des monstres de travail. Je sais pas pourquoi, avec ma vision française, j'imagine. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens étaient moins longtemps au bureau, c'est-à-dire que à 17h, il y avait plus personne en gros, et les gens arrivaient tôt, mais ils arrivaient à 8-9h et ils partaient à 17h. Par contre, si t'envoies un mail à 21h, tu auras une réponse. En fait, c'est ça la différence. Alors que nous, on a tendance à travailler le plus possible au bureau, mais par contre, une fois qu'on est sorti du bureau, tu peux nous envoyer un mail, on te répondra jamais, quoi. Il y a un peu ce truc, quoi. Donc la pression est vraiment à fond sur le bureau. Il faut être présent, pas forcément efficace d'ailleurs, juste présent. Alors que aux US, donc je sais pas ce que ça donne au Canada, mais moi ce qui m'avait choqué aux US, c'est que les gens sont beaucoup moins présents. Par contre, ils sont plus accessibles en dehors des horaires, quoi. Même le dimanche, t'envoies un mail, tu recevras une réponse, quoi. Bizarre. En tout cas, c'était... Ouais. Écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te contacter? Ben, en fait, mon nom est un petit peu dur à épeler, donc j'ai un redirect qui s'appelle pascal.works, W-O-R-K-S. Ça va m'apporter à mon site web perso. Puis de là, on peut me trouver sur Twitter, on peut me trouver sur ces places-là. Là. Ok, mais de toute façon, je mettrai le lien dans la description et je mettrai ton compte Twitter aussi dans la description. Ça marche. Merci beaucoup pour cet entretien, Pascal, c'était super intéressant. Ouais, c'est le fun. Puis j'ai bien hâte que tu passes en entrevue d'autres personnes qui viennent peut-être du Québec, puis d'autres places au Canada. Donc j'ai hâte à tes prochaines. Écoute, si t'as des intros à me faire auprès des gens qui sont moteurs dans le domaine du remote au Canada, je prends avec plaisir. Ouais, ok, ça marche. À plus. Salut. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.